Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, Jack Miller, nudging him wide as well. Contact, Miller and Mir, side to side, they race into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui c'est le numéro 103 et on va parler du 14e Grand Prix de la saison 2021. Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Misano à Saint-Marin. Et c'est Paul qui m'accompagne cette semaine. Salut Paul, comment ça va ? En pleine forme. Prêt à débattre de tout ce qui s'est passé ce week-end. On a un gros week-end en perspective. Ah ouais, et puis pas que le MotoGP, du coup, il y a aussi l'endurance, le World Superbike, on va pas s'ennuyer effectivement. Puis comme d'habitude, on enchaîne avec le vainqueur hebdomadaire de notre petit jeu en partenariat avec la Bécannerie. C'est Judy46 qui gagne les goodies de la Bécannerie et de C'est qui en pôle, bravo à lui. En tout, vous étiez 4 à avoir deviné la pôle de Bagnaia. Et n'oubliez pas évidemment de participer sur Twitter à notre concours à chaque week-end de course. Et cette semaine, on inaugure une nouvelle rubrique. On va vous parler au début de chaque Grand Prix d'un petit fun fact qui s'est déroulé sur le circuit de la semaine. Et cette semaine, on est donc à Misano et puis on va remonter quelques petites années en arrière. Paul, si je te dis Tech 3, Misano 2017, est-ce que ça te rappelle un petit souvenir ? Alors je n'aurais pas retrouvé ni le circuit ni cette année-là, mais bon, vu qu'on en parle, j'aurais pensé à Zarco et son fameux petit marathon pour ramener la moto, la panne d'essence. Exactement. Et dans le dernier tour, Zarco qui roulait sur les Yamaha Tech 3 à l'époque, tombe en panne sèche à quelques virages seulement de l'arrivée. Il finira par un sprint dans la ligne droite des stands en poussant sa moto. Il finira à la 15e place et ça lui permettra quand même de gagner un point au championnat. Et puis cette année-là, pour mémoire, on avait un autre Frenchie en MotoGP, c'était Loris Baz, lui qui se battait pour le podium pendant cette course, mais il finira finalement 16e malheureusement. Un Misano 2017, un très bon cru pour cette course. Petrucci était à 2 doigts de gagner sa première victoire en MotoGP sur sa Pramac, mais c'était sans compter sur un Marc Marquez d'anthologie dans des conditions séchantes qu'il adore, et un GP évidemment historique. On passe aux news. Cela étant dit, il y a pas mal de choses à vous dire. Et oui, c'est quasiment le début du mercato. Alors accrochez-vous. Je vais commencer par la Moto 3 si tu le veux bien. Sasaki donc ira chez Max Team Racing l'année prochaine. De leur côté, Tatsuki Suzuki et Denis Foggia ont signé avec Leopard Racing en 2022. Un British Team Moto 3 a été annoncé pour 2022 aussi. Il sera dirigé par l'ex-pilote de GP Michael Laverty. Et puis McPhee fera finalement une dernière saison en Moto 3 en 2022. La règle précise qu'il ne faut pas avoir plus de 27 ans au 1er janvier de l'année. Et McPhee aura finalement 28 ans, mais en juillet 2022, il peut donc courir une saison de plus dans la catégorie. Et je vais te laisser peut-être faire les news Moto 2 si ça te dit. Beaucoup d'annonces en Moto 2 depuis 2 semaines, alors c'est normal puisqu'en fait la liste provisoire des participants pour la catégorie devait être finalisée le dimanche soir de Misano. Du coup, il y a eu énormément d'annonces, on va vous donner tout ça en vrac. On a Philippe Salach donc qui va chez Gresini la saison prochaine aux côtés de Alessandro Zaccone, le pilote de la Coupe du Monde Moto E. Sean Kelly, le pilote super sport en Moto America, qui va signer lui avec American Racing pour 2022 et 2023. Marcos Ramirez, lui, part de ce même team American Racing pour aller chez MV Agusta en 2022. Le team Ponce Racing, Flatbox HP40, lui alignera Aaron Canet et Jorge Navarro. Jérémy Alcoba, lui, passe chez Intact Racing avec comme coéquipier Marcel Schroeter. Et enfin, on a Sam Loves qui, lui, est confirmé chez Marc VDS pour 2022. Ouais, merci beaucoup Paul, on espère que de votre côté vous avez vous avez suivi tout ce qui s'est passé. En MotoGP, il y a pas mal de news aussi, avec surtout le Sepang Racing Team alias Team Petronas, qu'on appelle en tout cas comme ça tous entre nous, va devenir le RNF Racing Team, et puis Razlan Razali restera le patron de la team. Pour rester sur Yamaha, c'est Morbidelli, lui qui signe avec la team usine jusqu'en 2023 inclus. Dovi, quant à lui, signe aussi chez Yamaha, mais pour le coup dans la team Petronas pour rouler pour la fin de saison, et il sera en 2022 chez RNF avec la moto d'usine.
Et puis des nouvelles de Zarco, on en a parlé la semaine dernière évidemment, qui a fait son petit tour pour Aragon en moto en vieille Ducati. Il sera où il a été opéré du syndrome des loges mercredi 22, soit 10 jours avant Austin. Et puis on a une dernière news, c'est Michelin qui sera toujours fournisseur officiel de pneus du MotoGP, et ce jusqu'en 2026. Voilà les petites news. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur là-dessus? Bon, on n'a pas fini d'entendre râler les pilotes sur tel pneu avant Michelin ou tel pneu arrière Michelin qui leur va pas, mais c'est très bien pour le fabricant français, c'est une bonne chose. Oui, et puis avoir deux manufacturiers, ça change pas grand-chose au final, quoi. Je suis pas sûr que je trouve ça quand même mieux qu'ils aient tous les mêmes trucs. Alors il y a peut-être des défauts sur certaines livrées, et peut-être des problèmes de l'eau, enfin je sais pas, mais en tout cas ouais, c'est une bonne nouvelle comme tu dis pour le fabricant français. Même s'ils font pas, c'est moche, hein. Alors on n'est pas sponsorisé par Michelin, on peut le dire. Ils sont loin de faire les meilleurs pneus moto pour la route en tout cas. Malheureusement pour eux, il y a un peu mieux maintenant. Ouais, c'est vrai que pour la voiture ça marche bien, mais pour la moto c'est autre chose. Mais en tout cas, grosse pub pour eux effectivement en MotoGP. On va passer dans le dur avec la Moto E. Je te laisse faire le récap. Ça marche. Alors, ce week-end, on avait 2 courses de Moto E, les 2 dernières de la saison. Donc, aux essais qualifs, pour la course 1, c'est Jordi Torres qui va s'élancer en pôle devant Granado et Zaccone. Au départ de cette course 1, donc le bien nommé Torres prend un bon départ. Il est accompagné de Casadei et Agarter, tandis que Zaccone lui est touché par Granado et il va chuter quelques instants plus tard à la réaccélération. Alors une chute pas forcément impressionnante. Le problème c'est qu'il se fait rouler dessus par Okubo qui lui peut pas l'éviter et le malheureux Zaccone serait évacué sur civière. Devant, la bagarre s'engage entre Torres et Agarter principalement, ce qui permet à Granado de recoller au trio de tête. Après 6 tours très animés, on a Granado qui tente de dépasser Agarter pour la victoire dans le dernier virage, mais il chute. Ce faisant, il gêne quand même le Suisse, ce qui permet à Torres de s'imposer d'une courte tête. Et c'est Casadei qui va compléter le podium. Perolari, lui, sur cette course 1, est 12e. En course 2, c'est donc la finale de la Coupe du Monde qui se joue. On a 4 pilotes mathématiquement qui sont titrables. Torres, Agarter, Zaccone qui va pouvoir rouler la course 2 et Ferrari. Sur la première ligne, on retrouve donc en pôle Torres, Granado et Casadei, tandis que les autres prétendants partiront eux au minimum de la deuxième ligne. Il me semble que j'en ai vu un en troisième ligne également. Le départ est donné, Casadei s'envole devant Torres et Ferrari, mais il est rapidement dépassé par l'Espagnol qui creuse progressivement l'écart. Derrière, sa bataille pour Agarter qui remonte de la 4e jusqu'à la 2e place en quelques tours. Torres, à ce moment-là, a presque 2 secondes d'avance, mais Agarter parvient à le rattraper. Entre-temps, on peut noter les chutes de Hernandez et Tulovic. Il reste 2 tours dans cette course, et là, on va assister à une véritable guerre sur la piste, aucun des 2 pilotes ne voulant lâcher. L'avant-dernier tour est dantesque, ça se dépasse dans tous les virages. On a même le team Ponce au passage de la ligne pour le dernier tour, qui panote P2 hockey à Torres, lui signifiant que ça suffit pour gagner la Coupe du Monde. L'Espagnol reste cependant fidèle à lui-même. Dans les derniers bourgs du dernier tour, il tente un dépassement, sauf que les 2 motos se touchent. Torres est à terre, Agarter file vers la victoire et pense avoir tout gagné, mais l'incident est sous investigation. Le coup près tombe au parc fermé, donc assez longtemps quand même après la fin de la course. 38 secondes de pénalité pour le Suisse, pour conduite irresponsable, ce qui le classe 12e. Torres a pu repartir et il termine 13e. Il est déclaré vainqueur de la Coupe du Monde Moto E. Donc on voit les vidéos où il est au départ en train de pleurer, puis finalement il est fou de joie puisqu'on lui annonce vraiment à côté qu'il a gagné. Concernant la course, le podium final, c'est finalement Ferrari devant Casadei et Ponce qui hérite de la 3e place. Perolari fera 10 dans cette course et 13e au classement final. Donc pour le championnat, c'est Torres vainqueur avec 100 points devant Agarter 93, Ferrari 86 et Perolari donc 13 avec 31. En fait, il y a 2 grosses infos majeures sur ces courses Moto E. La première, c'est la chute de Zaccone qui est quand même ultra violente dans la course 1. Et puis surtout, je pense qu'on va surtout insister là-dessus, c'est l'entêtement de Torres. C'est ça que tu avais mis en prévision de cet épisode. On en avait parlé un petit rapidement sur le WhatsApp privé de C'est qui en pôle. C'est quand même assez dingue cet entêtement, ouais.
Ouais, c'est là que tout le monde dit avec un certain temps, on a quand même une maturité de champion qui joue. Le championnat est quand même plus important qu'une course. J'ai dit dans le débrief que c'est lui qui tente un dépassement, c'est faux. C'est Agarter l'a dépassé. Il attaque les trois derniers virages du circuit. Il élargit un peu. Agarter va pour passer et tu vois qu'il essaye de rattraper, de venir le coller. Quel intérêt? De toute façon, t'as gagné la coupe pour quelques points de plus. Je pense que c'est de la fierté mal placée. Du coup, bon, on assiste à un magnifique bloc pass. Barcia fait pas mieux en Supercross américain. C'est clair. mais bon, il a quand même beaucoup de chance parce que ça reste une décision qui est soumise après à une commission, à la commission à la direction de course. Et on a déjà vu, moi, ça m'a rappelé un certain Grand Prix avec un numéro 46 et un numéro 93 qui avait fait couler beaucoup d'encre à une époque. Voilà, on est sur le même type de course, ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. C'est dommage que ça se finisse comme ça. C'est clairement dommage. Après, bon, voilà, ça aurait pu se finir sur un beau podium, une belle bagarre, et voilà. Donc là, ça entache un petit peu la fin de la coupe, mais bon, il l'a gagné quand même. C'est juste que ça rassure. Moi, en tant que si j'étais team manager, ça me rassurerait pas vraiment quant à la maturité du garçon. Ouais, c'est sûr. Après, Dieu merci, personne n'est blessé. Et pour en revenir, alors déjà sur cette chute, parce qu'il manque de passer la main dans le passage de roue. On est à 2 doigts de la grosse blessure. Donc le coup de bol, il se blesse pas plus que ça. Il s'est même pas blessé du tout, d'ailleurs, je crois, Torres sur cette affaire. Tant mieux pour lui. Mais oui, effectivement, la question de la maturité, alors c'est de la moto-I, donc a priori c'est des pilotes qui sont pas après candidats pour être dans les autres catégories plus prestigieuses du championnat du monde de vitesse, donc on peut se dire qu'il n'y a pas grand chose à perdre. Après c'est vrai que c'est con, nous on est content parce qu'effectivement on voit du spectacle, et Agarter lui aussi il était remonté comme une pendule derrière, tu le voyais remonter comme un taré. Il a voulu absolument cette victoire. À un moment, on se demandait si c'est pas lui qui allait pousser Torres pour pouvoir s'octroyer le championnat du monde. Mais effectivement, Torres fait une petite erreur quand même il se fait un peu surprendre par effectivement le bloc pass d'Agarter, mais tu sens qu'il se fait surprendre, il perd un peu l'arrière, et les motos lourdes, on le répète, en moto-i, elles font près de 260 kilos. Ça se rattrape pas aussi facilement qu'une MotoGP, encore moins qu'une Moto 3, et tu le vois un petit peu perdre pied, et puis au lieu de dire bon bah tant pis, je fais deuxième et j'y vais, non, il était gonflé à bloc. Ça faisait quelques tours qu'il était gonflé à bloc et qu'il voulait pas laisser passer son copain Agarter. Et ouais, effectivement, manque de maturité là-dessus, mais enfin il gagne quand même le championnat. Et je voulais aussi qu'on revienne, parce que ça me semble important, sur la décision de la direction de course, qui est assez étrange, qui prend une décision vraiment sur mesure pour donner le championnat à Torres. Alors on peut comprendre une partie du raisonnement, on peut se dire bah pourquoi pas, mais en même temps ça fait que tu te rends compte que les règles, elles sont malaxées, elles sont arrangées quand il faut trouver un truc qui arrange tout le monde, et ça favorise pas la sécurité juridique du règlement moto, quoi. Je sais pas si t'es d'accord avec moi là-dessus. Entièrement d'accord. À quel moment tu viens pêcher 38 secondes? Pourquoi 38? Pourquoi 38? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Comment c'est calculé? Pourquoi là? Ça soulève énormément de questions. Là, on parle d'Agarter et Torres. Moi, en voyant le mal partout, je me dis bon bah Torres, lui, il est pilote exclusif Moto-I. Agarter, il s'est déplacé du championnat Super Sport où il était bien classé aussi pour venir courir celle-là. Bon, il court peut-être pas que dans notre championnat, donc on a peut-être pas d'intérêt à le mettre lui forcément en lumière. Enfin, je trouve ça bizarre, et surtout que c'est vraiment adapté en fonction des catégories, en fonction des pilotes. Voilà, ça mériterait d'être un peu plus éclairci. Même si c'est pas un sport que j'affectionne particulièrement, un peu à l'image de la Formule 1, il se passe tel problème, c'est tant de secondes de pénalité, tel problème, c'est tant de secondes, et ainsi de suite, quoi. Un règlement clair, un code, puis basta, quoi. Mais c'est vrai que tout ça est assez flou, Torres mérite clairement son championnat. Il a fait un beau championnat dans cette catégorie. Il y a pas trop de débat là-dessus. Mais
mais c'est vrai que la décision finale de la direction de course pose question. On vous invite à poursuivre le débat, évidemment, sur Discord, notamment. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire là-dessus. Et ça vous obligera peut-être à regarder le Moto-E. Hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément très assidu là-dessus, mais c'est sympa. Bon, du coup, là, c'est fini, mais on vous invite à regarder les courses pour l'année prochaine. On va passer du coup à la Moto 3 parce que là on a déjà passé beaucoup de temps juste sur la Moto E. On n'est pas sorti. C'est vrai qu'on a énormément de choses. On va passer à la Moto 3 du coup et c'est moi qui m'en charge. Alors je voulais dire un petit mot sur la FP3 parce que c'était des bonnes conditions par rapport au samedi, au vendredi pardon. Mais il y a eu beaucoup de chutes dans ce FP3. Honju a été hospitalisé en début de séance après une grosse chute. On s'est beaucoup inquiété pour le pilote Tech 3. Et puis à 2 minutes de la fin, Fernandez, Binder, McPhee, pareil se bourre. Il y a 2 drapeaux rouges. Enfin bref, c'est un petit peu l'hécatombe. Finalement, il n'y a pas eu de blessure très très grave, donc tant mieux. Et puis au final, la première grille, les 3 premières places sera 100% italienne avec Fenati en pole, suivi de Foggia et d'Antonelli. Sergio Garcia lui se qualifie 12e et puis notre Frenchie Lorenzo Felon est 23e. Honju est finalement déclaré fit par l'équipe médicale et s'installe à la 26e place de la grille. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est Fenati qui réalise le meilleur départ pour la course. Pas de crash du tout dans les premiers tours malgré un roulage en gros paquet. Acosta lui se rate un peu dans ce début de course. Et puis Fenati il donne tout pour s'échapper. Ça roule à un très très gros rythme dans cette course Moto 3. L'Italien bat même le temps de la pole, cette fois en course au 5e tour avec un superbe 1:41.648. Pour rappel, son chrono en Q2 était à 1:41.756. C'est assez incroyable. Garcia et Foggia aussi vont le battre ce chrono au 7e tour. C'est dire le niveau dans ce début de course. Et par contre, pour ce début de course, pour le coup, pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué, mais Garcia, lui, qui était un peu à la ramasse aux essais, s'en sort bien et pointe à la 4e place à la moitié de la course. Et il roule dans un groupe de 6 pilotes au total à la poursuite de Fenati. Il y a aussi Foggia, Mignot, Binder, Antonelli et Mazia. Ça roule tellement fort qu'il n'y a pas beaucoup de dépassements, en tout cas beaucoup moins que d'habitude dans cette course Moto 3. Et puis à 10 tours de l'arrivée, c'est l'improbable qui se produit. Fenati, qui avait quasi 3 secondes et demie d'avance sur la suite, se bourre dans le dernier virage du circuit. C'est donc Foggia qui prend la tête. Il réussit à faire un petit écart qu'il met à l'abri des aspirations. Il est suivi par Mignot et Garcia. Mignot finira par se débarrasser de Garcia pour filer vers la 2e marche du podium, mais il est rattrapé par Antonelli à 2 tours de l'arrivée. Le pilote italien est en feu. On se demande s'il va pouvoir aller charger Foggia. Il y a 7 dixièmes entre les pilotes à 2 tours de l'arrivée. Et puis finalement, Foggia déroule pour s'octroyer la victoire finale. Le classement, Foggia donc gagne, Antonelli est 2e, Mignot est 3e et notre Frenchie Lorenzo Felon finit 19e. Au championnat, ça donne Acosta toujours en tête avec 210 points et Foggia et Garcia qui se partagent la 2e place avec le même nombre de points, 168. Au-delà de la course, j'aimerais qu'on commence par qui n'était pas très intéressante, faut vous dire ce qui est. Au-delà de la course, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'Honju qui a été déclaré fit malgré sa commotion cérébrale. Alors on sait que dans le rugby il y a un protocole commotion et ça fait du coup il y a toute une suite qui en découle. Là Honju déclaré fit, moi ça m'a surpris. Qu'est-ce que t'en penses toi? La même chose. Il prend une commotion. Je comprends pas qu'on le laisse rouler en fait. Surtout qu'on parle pas de l'équipe de fond de plateau qui a absolument besoin de montrer ses sponsors. Là, on est chez KTM Tech 3, mais bon, c'est tous les mêmes carénages. Comme le disait Pierre justement sur le WhatsApp privé, on va en voir du orange devant. Je comprends pas. C'est un jeune pilote, en plus, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est une commotion, c'est pas n'importe quoi. On aura l'occasion d'en reparler avec le Super Sport, mais Christophe Guyot en a parlé aussi, par exemple, de la différence de traitement qu'il y a eu pour Jules Cluzel qui a subi le même style de blessure. Donc voilà, je comprends pas les médecins, je comprends pas l'intérêt et je comprends pas l'équipe non plus là-dessus. Non, c'est vrai parce qu'on aurait pu s'attendre à une espèce de révolte ou même de se dire il est peut-être déclaré fit mais on va pas l'aligner, ce qui aurait été possible techniquement, juridiquement, tout ce qu'on veut. Et effectivement, ils se sont pas dit fuck, il est peut-être fit, déclaré fit par les médecins de la Dorna, mais
Mais non, c'est trop dangereux, il faut qu'ils récupèrent et tout, et c'est pas la décision qu'ils ont prise, donc effectivement on peut se poser la question. Comme tu le disais, ils ont entre Tech 3 et l'équipe officielle KTM en Moto 3, même les motos se ressemblent beaucoup. Alors en course en plus c'est galère parce que on a vraiment du mal à les distinguer. Et là on se demande, mais il y a même pas du coup d'enjeu financier, c'est ce que tu disais très justement tout à l'heure. Il n'y a même pas d'enjeu financier. Et même s'il y avait des enjeux financiers, c'est con ce que je dis, parce que ce qui compte, c'est la santé des pilotes. Il s'est quand même pris une grosse pelle. Et ouais, c'est une décision qu'on a du mal à piger. Alors, il y a peut-être des vraies raisons, il y a peut-être des raisons objectives. On parlait tout à l'heure des difficultés à avoir des décisions cohérentes. Pour la moto, on en a parlé, où ils essayent de s'arranger... en tout cas, ils interprètent le règlement très fortement. Ils ont même besoin de l'interpréter, puisque le règlement précise pas grand-chose, visiblement. Là, c'est pareil. Dans ce sens-là, on se demande, mais what ? Après, est-ce que Honju était en capacité de dire lui-même non ? J'ai pas envie de courir. Compliqué quand t'es un jeune pilote en Moto 3 et puis t'as envie d'en découdre avec tes copains, quoi. Donc... Voilà, c'est exact. J'allais dire exactement pareil que toi. Voilà, il est jeune en plus. Il a les crocs et il a les dents qui rayent le parquet, donc forcément, les gars, ils arrivent à rouler avec des chevilles cassées, avec des choses comme ça. Donc, lui, il a dû se dire, oui, une commotion, oui, j'ai un peu mal au crâne, ça va pas m'empêcher de rouler, quoi. Bon, finalement, là, je pense que c'est à l'équipe de jouer son rôle et de dire là, cette fois-ci, non, on n'est pas un GP près. Et puis, je comprends ce que tu dis sur la partie enjeu financier. Ce que je vais dire là revient là-dessus aussi. Il joue pas le championnat, mais quand bien même il jouerait le championnat, c'est sa santé. C'est ça. Donc voilà, faut voir sur l'avenir. On voit ce que ça a donné. Marc Marquez qui a essayé de forcer avec un bras amoché. Finalement, il est resté plus longtemps que prévu en arrêt. Donc bon, ça vaut peut-être pas le coup à cet âge-là de prendre le risque. Ah non, c'est clair. Très très étrange cette décision. Et puis je regardais le résultat, il finit tout ça pour finir 21ème, donc hors des points. Et en plus, il a dû souffrir pendant cette course, le gamin. Donc ouais, vraiment incompréhensible comme décision. On enchaîne avec Fenati. On pensait qu'il allait nous refaire la perf de Silverstone, et finalement, non, malheureusement. Ouais, il a un peu surroulé finalement, parce qu'il était à plus de 3 secondes devant. Tu dis allez, c'est joué, il n'y a plus qu'à gérer, et alors il fait une erreur assez étrange, il perd l'avant sur le dernier virage du circuit, à 10 tours de l'arrivée. Du coup il essaie de rattraper, mais voilà, ça le surprend, ça raccroche, et il nous fait une espèce d'highside de l'avant. C'est assez étrange comme chute. Mais enfin, il est pas blessé. Heureusement, tout va bien. Mais ouais, quel dommage. Être aussi dominateur et pas finir une course, c'est con. Totalement, on dirait presque une erreur de débutant, alors qu'il a de la bouteille. Mais bon, je pense qu'il a dû peut-être penser à des choses, ou des choses à se faire pardonner de son passif. Mais ouais, dommage. Par contre, il prend une sacrée boîte quand même. Là, pour le coup, il aurait pu se faire très mal. Ouais. Après, c'est dommage, mais il fait une sacrée deuxième partie de saison. On n'a pas fini de le voir devant, je pense. Non, c'est clair. On espère, en tout cas. Et puis tu voulais nous dire un mot d'Acosta aussi. Oui, juste j'avais mis pas forcément décisif cette fois-ci, pas forcément serein. Alors je m'étais simplement posé la question de est-ce que c'est pas lui qui est un petit peu démobilisé, est-ce que ce sont les autres qui ont trouvé quelque chose, parce que mine de rien les KTM Ajo étaient pas forcément à la fête non plus, même si Mazia s'est montré aux avant-postes. Voilà, est-ce que les autres équipes ont pas trouvé un petit quelque chose qui lui rende la tâche un peu plus difficile? Voilà, c'était juste ça. Maintenant, c'est pas catastrophique, je crois qu'il est entre 7 et 9, quelque chose comme ça. Donc voilà, il peut encore se permettre de quelques petits faux pas comme ça, hein. C'est juste, il finit voilà, 7ème, et puis il finit la course. Enfin, il finit la course dans les points. Pour un mec qui mène le championnat, quand on est dans le moins bien, on peut s'attendre qu'à ça. Voilà, totalement. Il le fait vraiment en pro quasiment, quoi. Et
Enfin, dire ça d'un gamin comme ça, putain, je me dis merde, il est vraiment vieux. Mais ouais, c'est petit passage à vide, peut-être comme tu disais, un petit peu de lassitude. Enfin bon, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas ses potes, on n'est pas dans ses proches, donc on sait pas tout ça. Mais ouais, on va voir. En tout cas, lui, il a du talent. On va vite voir si ça se confirme ou pas. Pas son talent, parce que son talent c'est sûr, mais sa lassitude, on verra au Texas si il arrive à se remotiver. Puis en plus, moi j'adore le voir devant parce qu'il a quand même un sacré coup de guidon, donc c'est il est incroyable. J'ai vraiment hâte de le revoir devant. Ouais, c'est clair. On espère qu'il va s'en remettre. Enfin, il est quand même 7ème, quoi. C'est quand même pas dégueu. On passe à la Moto 2. Tu nous parles de la Moto 2 du coup? Yes, c'est parti pour la Moto 2. Donc en Q2, c'est Vietti, Dalla Porta, Roberts et Lutti qui s'en sortent. Et en Q1, la pole revient à Raúl Fernandez devant Loves et Augusto Fernandez. Le leader du championnat Rémi Garner, lui, partira 4ème. En course, ça joue des coudes dès le départ. Loves mène devant Raúl Fernandez, Canet et Bezzecchi qui est bien parti, tandis que Garner se retrouve en lutte à la 6ème place avec Augusto Fernandez. Le trio de tête prend un peu le large, mais Garner prend son rythme de course. Il passe dans un premier temps Bezzecchi et rejoint la tête. Loves élargit, ce qui profite à Canet, qui prend le lead, et à Fernandez qui passe dans la foulée, avant de doubler ce même Canet quelques instants plus tard. Les tours vont s'enchaîner comme ça jusqu'à la fin de la course, où Garner semble clairement sur un autre rythme. Il passe Canet, et dans le dernier tour, il talonne Raúl Fernandez. Bon, il manque de chuter dans les derniers virages de la course et laisse la victoire à l'Espagnol. On a une victoire de Raúl Fernandez devant Garner, Canet. Bezzecchi lui fera 5ème. Et pour être complet, on peut noter les chutes de Corsi, Montella, Baltus et Chantra. Et le long lap aussi pour qu'on dit qu'il est responsable pour Navarro, qui est impliqué dans la chute de Corsi. Voilà, c'est un résumé volontairement court dans le sens où là on a assisté à une vraie course de Moto 2 malheureusement. On a un quatuor qui s'échappe, derrière 2 autres, ouais. Et puis encore 2 autres. Très peu de dépassements si ce n'est aux alentours de la 10ème place. Voilà, bon, juste vraiment Garner qui sort un gros rythme, et dans le dernier tour par contre il manque de s'en coller une sévère. Il part pour faire un X-side. Visiblement sur le ralenti, il contrôle la glisse. Alors, peut-être ses heures en flat track ou je sais pas, mais franchement, il aurait vraiment pu se la mettre. C'est clair. Et, il contrôle et ça lui coûte la victoire, mais gros rythme et belle course de sa part. Donc au championnat, on se retrouve avec Gardner premier, 271 points. Raúl Fernandez grappille un petit peu, il est 2e avec 237 points et Bezzecchi 3e avec 190 points. En discussion post-course, j'avais noté donc Raúl Fernandez qui, à la suite de cette victoire, décroche le titre de rookie de l'année. Il bat également le record de victoire dans une année de rookie en Moto 2. Avant, c'était Marquez, le précédent recordman, donc avec 6 victoires. Et puis voilà, le dernier tour de Garner. Et mine de rien, belle course d'Aaron Canet, encore, j'ai envie de dire. C'est vrai. Mais oui, comme tu dis, pas grand chose à dire. Ouais, après Canet, oui, effectivement, on est donc, le podium pour Canet, du coup 3ème. Ouais, Sam Lowe qui qui est au pied du podium et 4ème place aussi, intéressant. Ouais, bah après, effectivement, pas beaucoup de spectacles, donc après le championnat, il est pas joué encore, donc niveau championnat, ça va être intéressant, ça va commencer à être intéressant. Mais même avec un championnat intéressant, on a du mal à pas s'endormir devant ces courses Moto 2 malheureusement. c'est un peu dommage. C'est malheureux, c'est-à-dire que là, c'est bordel, ça devrait être vachement bien. C'est ça, je comprends pas en fait, parce que là c'est vraiment les KTM Mayo et les autres. Même Bezzecchi qui a pourtant de l'expérience, qui faisait une super saison cette année, il manque quelque chose. Sa course est pas moche, mais en fait quand tu regardes les temps autour et les écarts, etc., il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à combler avec le pilotage, et du coup on se retrouve avec des courses malheureusement pas forcément en paquet, et c'est très dissolu. Là, pour voir du spectacle, clairement il fallait regarder aux alentours entre la 7 et la 11e place pour voir un peu de dépassement dans un groupe de 4 pilotes, quoi. Ouais. Donc oui, dommage. On passe au MotoGP du coup. C'était une très belle course, surtout sur la fin. Alors, je vous spoil pas. Il y a eu une petite sensation, j'en parle, on n'en parle pas souvent des essais, mais la petite sensation en FP1, parce que c'est Vinales
qui signe le meilleur temps. Et oui, la séance est gâchée par une énorme averse et puis ce sera le seul qui arrivera à claquer une pendule sur sec. Se qualifie pour la Q2 Bastianini qui signe tout simplement le meilleur chrono du week-end jusque-là, pendant la Q1, et puis Marc Marquez. Et en Q2, c'est un festival de Ducati, ça va faire plaisir à Pierre. Elle rafle 4 des 5 premières places. Bagnaia signe la pole avec le record du tour au passage. Il est suivi par Miller. Les deux officiels sont suivis par un Quartararo convaincant, même s'il chute en toute fin de séance en essayant de chercher le chrono de Bagnaia. Et c'est Martin et Zarco de la Team Pramac qui boucle ce top 5. Le départ du poleman Bagnaia est absolument parfait. Il a déjà 1 seconde d'avance sur son coéquipier Miller dès la fin du premier tour. Zarco, lui, un peu plus de mal et se fait rétrograder à la 11e place. Un début de course qui est marqué par un joli duel entre Jorge Martin et Quartararo pour la 3e place provisoire. Et c'est le Français qui en sortira indirectement vainqueur à la faveur d'une erreur de Martin qui finit dans le bac à gravier au 4e tour. Quartararo peut donc ensuite dérouler pour aller rattraper Jack Miller. 10e par 10e, il réussit à combler l'écart avec l'Australien et le dépasse en toute décontraction en profitant à merveille de l'agilité de sa Yamaha. On est alors pile à mi-course. Bastianini, oui, c'est lui, va finir par rejoindre Miller en déchaînant les tours chrono. Il récupère 5 dixièmes à l'Australien par tour. Quel fessé! Rins, quant à lui, qui était 5e, ne finira pas la course et pourra ajouter les graviers de Misano à sa collection. Petit retour maintenant sur la tête de la course parce que là, les 10 derniers tours sont assez étouffants. Ducati avait dit avant la course que sa stratégie était de bloquer Quartararo. Apparemment, ça n'a pas vraiment fonctionné. Le Français est parti à la poursuite de Bagnaia et grappille 10e par 10e. À 10 tours de l'arrivée, il a 2,1 secondes de retard sur l'Italien. Et là, on sort tous notre calculette, on se dit que c'est pas impossible d'aller chercher la victoire. Et puis à 4 tours de l'arrivée, Quartararo n'a plus qu'une demi-seconde de retard. Mais Bagnaia se reprend au meilleur moment et empêchera finalement le Français d'aller le chercher. Le dernier tour est assez incroyable. Donc Bagnaia signe une victoire dingue encore une fois. Il a mené de bout en bout. C'est sa 2e victoire consécutive. Bastianini, lui, signe son 1er podium en MotoGP. Miller, lui, se fera doubler par Mir et Marquez dans l'avant-dernier virage. Mais Mir est pénalisé d'une place pour avoir dépassé les limites de la piste dans ce dernier tour. Classement final, Bagnaia 1er, Quartararo 2e, Bastianini 3e, Marquez 4e, Miller 5e, Mir 6e et Zarco 12e, sauf quelques petits points. Au championnat, Quartararo est toujours en tête avec 234 points, Bagnaia 2e 186 points, Mir 3e 167 points et Zarco conserve miraculeusement sa 4e place pour un petit point avec 141 points. Il a 1 point d'avance sur Jack Miller. Pas mal de choses à dire sur cette course. Je t'avoue qu'après le relatif ennui d'Aragon, moi, j'étais pas très motivé pour la regarder. Mais au final, on s'est régalé avec un duel Bagnaia-Quartararo à distance qui était tout simplement incroyable. Moi, j'avoue, à regarder, c'était superbe. Comme tu dis, on était tous les yeux rivés sur le chrono. Comment il va remonter, qu'est-ce qu'il va faire. Deux bons pilotes qui pilotent très bien, franchement c'était superbe à regarder. Et puis Bagnaia dans la bagarre, il montre que voilà, c'est pas le dernier. Alors c'est pas une surprise, mais voilà, il est pas 2e du championnat pour rien, c'est loin d'être joué. Donc non, magnifique. Et puis Quartararo, voilà, il une course comme il sait les faire, quoi. Il prend son rythme et puis c'est parti, quoi. Non, franchement, magnifique course, magnifique duel à coup de centième. Non, franchement, c'était très beau. J'y ai cru. Je sais que Quarta fait une petite erreur. Ouais. Je sais plus si c'est dans le dernier ou dans l'avant-dernier. Dans l'avant-dernier, je me semble. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est le petit dixième ou les 2 petits dixièmes qui font qu'il peut pas porter une attaque, au moins tenter une attaque dans le dernier tour. Ouais. Mais là, ça a animé la course et c'était vraiment un régal à regarder. Ouais, alors Bagnaia, il nous confirme qu'il s'est claqué des pendules, c'est assez dingue. Après, tu disais, il est bon à la bagarre, mais j'attends de voir quand même, de le voir vraiment à la bagarre, c'est-à-dire en duel avec Quartararo sur du 1 dixième pendant plusieurs tours, quoi. Parce que là il était devant pendant un petit moment, il a quasi, entre guillemets, il a juste à gérer son avance, entre guillemets, hein, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais ouais, j'aimerais bien le voir sur de la bagarre pure. On le sait qu'il est bon en claquage de chrono et en rythme, hein. Il l'a montré en qualif et en essai depuis le début de la saison, hein. Et d'ailleurs, la première victoire qu'il obtient à Aragon, elle arrive très tard au final, vu le potentiel du gars. Ouais, mais un duel à distance vraiment dingue. Encore une fois, j'aimerais bien le voir, l'Italien,
batailler avec notre Frenchie à coup de dépassement. Parce que pour le coup, Quartararo, à l'image d'une bagarre Torres-Agarter, par exemple, en Moto E. Non, on l'espère pas quand même, parce que là, c'était vraiment violent, interdit aux moins de 18 ans. Là, il faut pas le montrer aux enfants. Mais pour le coup, Quartararo, et on l'a dit très souvent pendant cette saison, là, le dépassement qu'il fait à Miller est complète. Enfin, il a l'air très facile, hein, mais il lui fait un inter d'une propreté incroyable. Alors, on se demande si Miller se foire pas un petit peu aussi, hein, peut-être qu'il écarte un peu, mais en tout cas, première occasion, Fabio y va et n'hésite pas et le double et après fait le break face à la Ducati qui, on l'a vu, bon, je dis plein de trucs en même temps dans la même phrase, mais la Ducati qui est très forte sur ce circuit, finalement, malgré les courtes lignes droites, arrive à vraiment tirer parti de sa puissance. Et puis voilà, ouais, Quarta, complètement dingue. Enfin, il a ouais, enfin c'est con, mais il fait penser à Marquez, quoi. Enfin, au-delà du style, enfin sans parler du style évidemment, mais là sur sa capacité à revenir à attendre le bon moment et à y aller et à finir à 1/10 du premier alors qu'il était classé à 3 secondes à mi-course, c'est dingue, quoi. Enfin, c'est complètement dingue. On a peut-être le parfait mix entre un Marquez combattant qui sait se placer, qui, comme tu dis, dépasse quand il faut, et des trajectoires et un style de pilotage à la Lorenzo où c'est tiré au cordeau, une trajectoire parfaite, un style parfait, la moto ne bouge pas et c'est parti. Ouais. Quoi. C'est vrai que c'est magnifique à voir, magnifique à regarder. Complètement fou. Et d'ailleurs, il a déclaré en conférence de presse, Fabio, que c'était probablement sa meilleure course, tout court. Mais c'est vrai que alors il gagne pas, mais elle est quand même assez aboutie, quoi. Enfin, et il se foire pas au départ, il attend derrière Miller tranquille. Enfin, il attend pas parce qu'il le rattrape à un moment, il doit le rattraper à un moment. Il y a la petite, pour le coup, la grosse bagarre avec Jorge Martin en tout début de course. Il arrive à faire craquer Martin alors qu'il avait quand même la moto pour passer Quartararo, quoi. Au final, vu les rythmes aux essais, ouais, complètement dingue. Ça sent de plus en plus bon, hein, quand même, pour la victoire finale, hein. On va pas porter malchance, mais ça sent bon. Ouais, il reste 100 points distribués, je crois. Bagnaia gagne, mais alors il y a un autre Italien qui a fait sensation, c'est Bastianini. on l'avait quasi oublié, non, c'est beau de dire ça, mais voilà, premier podium pour l'Italien sur son Avincia. Course incroyable aussi de sa part. Alors lui, pour le coup, il en claquait des pendules. Totalement, et puis faut pas oublier qu'il a une vieille Ducati, il a pas une Ducati de l'année ni celle de l'année d'avant, je crois qu'il roule avec une GP19. Bon, ça reste une machine de guerre, on est d'accord, hein, elle a gagné les GP cette moto, mais par rapport aux dernières évolutions, elle est devenue entre guillemets obsolète. Et là, même si oui, il est italien, il était à la VR46, il est tout ce qu'on veut, Misano il le connaît par cœur, oui, mais là magnifique course. C'est pas la première fois qu'il se montre aux avant-postes, mais là, il a oublié tout le monde. Il a oublié tout le monde. C'était, moi, je me suis même demandé s'il allait pas réussir à revenir sur Quartararo avec son rythme en fin de course. Non, il est pas champion. Il est pas champion Moto 2 pour rien. Vivement qu'on lui mette une moto à hauteur de ses capacités. Ouais, pour rester un petit peu chez Ducati au sens large, Miller par contre, il nous fait une Miller, quoi. Alors il a une capacité, moi sur Fantasy MotoGP, moi je l'avais mis en gold en me disant il va pleuvoir, ça va être formidable. Bon, il a pas plu, mais pas réussir à signer un podium malgré une bonne qualif, malgré un bon rythme en course. On a l'impression qu'il fait pas une Vinales du temps de Yamaha, mais il s'écroule quand même un petit peu sur la deuxième partie de la course. Il a peut-être eu un problème avec son pneu, tout ça on ne sait pas, hein. Il y a eu peut-être un problème technique, mécanique, tout ce qu'on veut, mais de le voir ainsi perdre pied face à un rookie comme Bastianini, c'est assez étrange. Oui, et puis malheureusement, c'est pas non plus bon pour lui, parce que derrière, il y a du monde qui pousse. Alors, on est évidemment pas là. Mais pour le moment, il me donne pas l'impression d'être un pilote qui va être capable d'être en discussion, en tout cas pour le titre de champion du monde. Je pense pas. C'est clair. Je pense pas. Pas assez de régularité, pas assez incisif. C'est un pilote qui est capable pour moi de coup d'éclat. J'adore le voir rouler. Ouais.
mais je le vois pas mener un championnat et être dangereux pour un championnat. Ouais, mais c'est le cas de quelques pilotes comme ça. Alors, Cyril, lui, il dit que Vinales, c'est pareil. mais c'est vrai que c'est un pilote qui manque pas de talent, mais voilà, qui manque de régularité, Alors, encore une fois, ça pousse derrière. Effectivement, il y a du talent. Il y a Bastianini qui sort une course incroyable, hein, c'est vrai. Il se fait quand même doubler par Mir et Marquez dans les 2 derniers virages, quoi. Putain, ça pour le moral, c'est pas fifou, quoi. C'est ça, c'est rude. Hein. Et puis, je pense que dans sa position, dans un cas comme ça, vaut mieux être dans la position de Zarco, qui est chez Pramac, où en ce moment, c'est un peu moins bon que ça ne l'a été, que dans la peau de Miller, qui est sur la Ducati officielle, et qui, eux, clairement, ils veulent le championnat, de toute façon. Ils se battent pas pour autre chose. Non, c'est clair. Ouais, et effectivement, on aimerait être bizarrement plus à la place de Zarco que de Miller, en tout cas chez Ducati, ouais, parce que c'est con, mais Miller, il a encore beaucoup de choses à prouver, quoi. Alors, il manque pas de talent, on l'a dit, mais sur la régularité, ouais, il faut qu'il prouve encore 2-3 trucs. Alors, du coup, ça va lui mettre la pression, ça risque d'être un cercle vicieux, quoi. Totalement. On va enchaîner avec un ancien pilote Ducati, Dovizioso, qui roulait du coup chez Petronas. C'est dur, hein, pour lui, hein, la reprise. Hein. Bon, ça fait un moment qu'il n'a pas roulé sur une MotoGP, mais ouais, c'est dur, c'est normal. Hein, mais on voulait avoir un petit mot de sympathie pour ce pilote qu'on a aimé voir rouler ce week-end. Totalement. Bon, et après, c'est ce qu'on disait. Voilà, c'est pas. Tu peux rouler sur une R1 ou en motocross ou tout ce que tu veux à côté. Ça remplace pas le roulage sur ces machines de guerre. Maintenant, bon, c'est la première, nouveau team, voilà, cours de saison, etc. Ouais. Je le vois plus comme Vignales pour le coup en période, en essai de pré-saison très longue durée, quoi. Ouais. Voilà, il prend en main la YAM, il va faire tout ce qu'il peut, prendre en main son équipe, etc. Et puis je pense qu'on verra le vrai Dovi la saison prochaine. Ouais. C'est quand même plaisant de le revoir sur la grille de toute façon. Oui, c'est clair. C'est clair. Et voilà pour Dovi. Alors, Vinales finit dans les points, mine de rien. Il nous a fait des beaux essais, hein, le Maverick. C'est un circuit de mémoire où il a fait ses premiers tests avec Aprilia. Oui, donc absolument. il connaissait le circuit en plus. Donc là on peut le voir, voilà, il a découvert sa machine, il est sur un circuit sur lequel il a des références. Et ben c'est pas ridicule. C'est pas ridicule. Donc je pense que voilà, il va finir sa saison, on va voir ce que ça va donner. Il va prendre des données il va prendre des datas sur les différents circuits qui restent pour la fin de saison. Et puis on verra au début de l'année prochaine ce que ça va donner. Mais voilà, et puis surtout l'Aprilia, elle fait plus rigoler personne. Ah oui. Là pour le coup, elle marche. Ah ouais, ça avionne sévèrement. Il commence à gommer tous les petits défauts qu'il y avait jusque-là qui leur empêchaient de se bagarrer aux avant-postes, surtout la vitesse. On l'a vu à Silverstone, hein. Enfin, c'était assez dingue le cap pris par cette moto, on l'a vu en Angleterre. Ouais, c'est ce qu'on disait il y a 2 semaines. Enfin, il y a 2 épisodes, on était avec Cyril et on disait mais bordel, qu'est-ce que c'est bon de voir tous ces constructeurs qui se bagarrent pour la victoire finale. C'est assez dingue, quoi. Enfin, c'était à Silverstone, du coup, on avait 6 constructeurs sur les 6 premières places. Ouais, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Alors, cette semaine, les KTM, elles étaient un peu plus à la rue que d'habitude, malheureusement. Les pauvres, là, ça a été compliqué. Là. Ouais, là, c'était compliqué. Voilà, pas grand chose à dire, mais on les soutient, on est avec eux. Ouais, là, de toute façon, il y en a pas un c'est pas une très belle formule, mais là, il y en avait pas un pour relever l'autre de toute façon. Donc ouais. Là, malheureusement, à oublier. Peut-être le circuit, peut-être plein de choses, mais si Binder 9ème, quoi. Ouais, mais Binder tout 9ème, le reste, et puis... c'est Binder qui maintient le KTM quasi à bout de bras, quoi. Enfin, c'est lui qui arrive à faire des résultats, c'est lui qui gagne en Autriche, c'est lui qui remonte sur la grille de façon dingue, qui remonte les courses par rapport à sa position sur la grille initiale de façon assez dingue. Donc ouais, on espère qu'ils vont trouver la solution assez rapidement, et surtout pour Oliveira, parce que Oliveira, lui,
c'était quand même, il était quand même sur une bonne dynamique en fin de saison dernière avec Tech 3. Et là, d'arriver chez KTM officiel et de pas réussir à concrétiser le truc et à confirmer, ça doit être compliqué, ouais. Alors on va revenir en Portugal en fin de saison, donc ce sera peut-être l'occasion pour lui de montrer ce qu'il a sous la poignée. Oh, puis ce spectacle à Portimao, j'adore ce circuit. Bon, ça va être quelque chose. Ouais. Il est vraiment magnifique, ouf, ce circuit. Ouais. C'est clair. On est très content d'y retourner. Enfin, pas nous, mais on est très content de le revoir, quoi. Et puis j'avais noté aussi rapidement, parce qu'on en est déjà à un petit moment, Marquez qui nous fait une belle 4e place aussi, mine de rien. Alors il double Miller dans le dernier tour, mais voilà, belle médaille en chocolat pour Marquez. Il finit sa course, puis voilà quoi. Enfin, il a un bon rythme. Il était temps d'en finir une. C'est vrai. Non, alors c'est méchant parce que pour le coup, même en étant fan de Rossi, j'adore ce pilote. Mais voilà, vraiment, sans méchanceté, il était temps qu'il finisse, qu'il concrétise. Voilà, donc 4e, très bien. Si je dis pas de bêtises, c'est pas un circuit qui tourne à gauche. Donc là, cette fois-ci, voilà, il valide sur un circuit où son bras est un peu sollicité, etc. Voilà, il commence à remonter. Pareil, la fin de saison va être intéressante avec lui. Et puis comme ça, on retrouvera tout ce beau monde en début de saison prochaine d'attaque et voilà. Mais bon. Elle n'est pas finie cette saison en plus. Voilà, qui remonte pas trop, qui viennent pas trop embêter le monde. Moi maintenant, ce qui me fait peur, c'est qu'ils mettent par terre, Fabio sur un DGP. Bon, je me dis qu'il est quand même intelligent pour pas le faire, mais on sait jamais. On sait jamais. Le MotoGP, pardon, c'est tout pour nous pour le MotoGP. On va dire un petit mot du CEV Moto 3. Ça roulait aussi ce week-end et c'est Kelso qui s'impose devant Ortola et Munoz. Celui qui est titré, c'est Holgado. Il reste encore une course à disputer. Un petit point maintenant en World Superbike. Ça courait en Catalogne avec un triplé Ducati en course 1 du Superbike, avec Redding, Bassani et Rinaldi. Toprak abandonne sur problème mécanique. En Superpole, il y a une chute qui implique Mayas et Chase Davis, et ça provoque un drapeau rouge, et finalement c'est Ray qui s'impose devant Toprak et Bautista. Christophe Ponson est 9e. En course 2, nouveau drapeau rouge pour une chute impliquant de nouveau Mayas et Tom Sykes cette fois-ci. Rinaldi s'impose devant Toprak et Redding. Au général, Toprak mène toujours, mais d'un seul petit point devant Rea. Mayas est 14e, Ponson 18e. En Super Sport 600 maintenant, Cluzel a été déclaré unfit, on y reviendra rapidement tout à l'heure. En course 1, c'est Verdoya abandonne suite à une collision avec Huerta. Il victime d'une entorse à la cheville et il courra finalement pas la deuxième course. C'est Krummenacher finalement qui s'impose devant Gonzalez et De Rosa. En course 2, Gonzalez s'impose devant De Rosa et Niki Tully. Ludovic Cauchy qui remplace Cluzel s'accroche avec Loïc Arbel, et souffre d'une contusion au poignet. Difficile pour le GMT depuis le début même de cette saison. Au général, Garter qui lui était ce week-end à Misano, oui c'est le même. Il mène toujours devant Odendal, Cluzel est 6e au général. En Super Sport 300, Buis s'impose en course 1 devant Sofioglu et Kawakami. Et puis en course 2, c'est Sofioglu qui gagne devant Sébriand. Le français Dissora est 3e au général. Huertas est en tête devant Boussarnos et Buis. Dissora est 4e au général. Oui, alors on voulait revenir du coup sur... désolé pour ce tunnel de court, très 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 court résumé de résultats. On voulait parler évidemment du GMT. Putain, les pauvres, ils sont pas vraiment ils sont pas du tout vernis cette saison en Super Sport. Quand ça veut pas, là c'est saison oubliée complet. Là, les pilotes se blessent, les motos qui cassent dès qu'il y a un contact, c'est pour eux. T'as l'impression qu'il y a que les motos du GMT sur la piste pour se faire percuter. Ils ont vraiment pas de chance. Non, c'est là, là les pauvres. En plus, c'est quand on connaît un petit peu le tempérament de Christophe Guyot, on sait que c'est quelqu'un qui donne tout pour son équipe. Là, c'est dur, quoi. Ah, c'est l'enfer. Voilà, c'est l'enfer. Plus les blessures, en plus. Parce que se bourrer à la limite, c'est pas grave, mais tu perds des pilotes parce qu'ils se blessent, la vache. Après, c'est reparti pour dire on va prendre qui pour remplacer machin. Il y a machin qui se blesse aussi. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est très compliqué, ouais. Bon, on est avec eux, en tout cas.
Si Christophe ou Rémi nous entend, on est avec vous. Courage les gars, et puis on va peut-être qu'ils pensent un petit peu au World Superbike aussi, on sait pas. Hein. Si seulement. Ça serait bien. Ça serait beau, ça. Ça serait beau. J'avoue, ça serait très intéressant. C'est on clair. pourrait ouvrir la page des transferts après. Exactement. Et puis en endurance, il y avait le bol d'or aussi ce week-end, et c'est le CERT qui s'impose au Castellet avec 19 tours d'avance sur la Yamaha 96 du Team Moto 1. Le trio Greg Black, Xavier Simeone et Sylvain Gattoli, excusez du peu, reprend les commandes du général. La Kawa, qui est arrivé au bol en tête, a dû abandonner. Beaucoup d'abandon avec 20 équipages à l'arrivée pour 41 au départ. Et c'est une petite hécatombe qui s'est passée ce week-end dans le sud de la France. Totalement. Bon, j'ai suivi. C'était très entrecoupé. Comme tu dis, avec toutes les courses qu'il y avait ce week-end, c'était compliqué de tout voir. Mais quand j'ai coupé la télé le soir, tout se passait bien, les leaders étaient à peu près tous là, tout allait bien. Tu te réveilles le lendemain matin, tu vois qu'il y a la Suzuki en tête, il n'y a plus de numéro 5, il n'y a plus de numéro 11, la 37 elle est par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en regardant les résumés, t'aperçois que il y a déjà X équipages qui ont abandonné. Bon, entre les chutes et puis apparemment la ligne droite du circuit qui a fait du mal au moteur. Il y a pas mal de casse moteur. Bon, la Suzuki elle s'en sort bien. Ils prennent une chute, je crois au début de la nuit avec Xavier Siméon. Ils réparent et c'est leur seul anicroche en fait sur toute la course. Ouais, ils étaient seuls au monde sur cette course. C'est assez dingue. La domination incroyable de cette équipe. Chapeau. Et un petit mot du coup sur la prochaine course de l'endurance. Ce sera les 8 heures de Most en République tchèque et ce sera le 9 octobre. Voilà. C'est tout pour nous aujourd'hui. Du coup, on se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain Grand Prix. C'est dans 15 jours de l'autre côté de l'Atlantique, du coup, pour le GP d'Austin au Texas. Paul, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. On se retrouve évidemment donc le prochain Grand Prix. La nouveauté, le chat Discord, n'hésitez pas pour venir débattre de moto. Et puis le Twitter CQEP du 8 POD. Voilà, et puis on est aussi sur Facebook, Deezer et Spotify. Salut à tous et à très bientôt.